Salut les filles! Épisode Bonjour. un peu spécial ce matin. Ouais. On est mardi matin. On voulait faire un épisode un peu en réaction au match de lundi soir. Ça va être un épisode un peu plus court. Mais là, on a Christine qui est à Ottawa. Oui, On va être indulgente avec toi parce que là, il y a une panne d'électricité en ce moment dans ton hôtel. oui, exactement. Pourtant, un bel hôtel, c'est Canada. Canada, c'est Canada, mais un super bel hôtel, rien à dire. Mais là, il y avait une panne d'électricité pour la nuit qui se prolonge ce matin. Donc là, je gère les batteries des appareils et j'ai mon téléphone qui est comme en équilibre sur un pot de beurre de pinot. Donc, je bouge pas, je suis prête. Mais le Parfait. contenu, il est là, c'est ça l'important. C'est ça, on est content de voir que tu as fait ton lit pour nous autres. T'as l'air bien dans ta chambre. Top shape, top shape. Écoute, pas beaucoup de sommeil, mais on continue sur l'adrénaline avec ces matchs interminables et stressants. Mais non, ça va. Pour l'instant, on tient le coup. Puis c'est important parce que les filles, il y a quelqu'un qui nous a écrit pour nous dire que elle a des amis qui sont partisanes et partisans de la victoire américaine qui nous écoutent pour apprendre le français. Donc, Quelle belle Oh, idée! je veux dire, thank you. on est comme Thank des you. profs de français. Thank you very much. Non, mais pour vrai, je Mais non, pense mais que Christine, il c'est. faut leur parler en français. Ah, c'est vrai, c'est ça le but. Euh, non, mais je pense que la victoire, c'est l'équipe la plus international dans le sens où c'est probablement ceux qui sont pas, ils n'ont pas d'allégeance liée à leur ville. Ben, je pense que la majorité vont encourager la victoire de Montréal à cause de Marie-Philippe Poulin, évidemment, là. Donc, c'est celle qui a été le moins huée parmi les joueuses de la victoire hier au Centre Canadian Tire. Donc, c'est sûr, pour l'épisode 24, on va faire un peu plus attention, pas d'anglicisme. On va faire attention Et à notre français pour nos auditrices américaines. Épisode 24 de Changement de livre. Alors, on va rejoindre notre correspondante à Ottawa, Christine. oui, Tu je l'as ne suis pas dit. sur la colline, je suis pas sur la colline parlementaire, Très on dirait. officiel. Je parle pas de Mark Carney aujourd'hui. Non, non, s'il te plaît, non. Mais tu l'as dit, toutes les joueuses de la victoire hier se sont fait huer. Parle-nous un peu de cette ambiance-là à Ottawa en ce moment-là. C'est incroyable, hein? C'est un record d'assistance pour un match des séries éliminatoires dans la LPHF. C'était l'amphithéâtre du Centre Canadian Tire. Il faut se rappeler que normalement, la Charge d'Ottawa joue à la Place TD. On a décidé de déménager au Centre Canadian Tire. Les partisans ont répondu présents. C'était complètement fou, là. 16 894 spectateurs, une foule vraiment bruyante, des lumières, la musique, tout était là. Il y avait quand même beaucoup de partisans de la victoire de Montréal qui avaient fait le voyagement. Mais là, je vous parle du moment où les 5 joueuses partantes, ben, les 6 sont sur la patinoire pour la présentation officielle. Et les joueurs sont hués, là. Laura Stacey a tellement été huée, pas dans ses habitudes, mais là, évidemment, je pense que les partisans de la Charge l'adorent sur l'équipe nationale, mais là, il y en a qui disent qu'on en reparlera plus tard, qu'elle fakait quand elle s'est blessée. Puis souvent, c'est elle qui est en train de se chicaner sur la patinoire avec Emily Clark. Donc, les gens aiment ne pas l'aimer. Et Marie-Philippe, ben là, c'est pas clair, hein? C'était fort. C'était fort qu'on l'annonçait, mais c'était comme un mélange de huées et d'applaudissements. C'est quand même rare que Marie-Philippe Poulin se fait huer Ouais. à quelque part. C'est Capitaine Mais Canada quand même, là. exact, mais c'est comme une foule. C'est une foule particulière. Là. Parce que, mettons, contre le Minnesota, c'était vraiment les méchantes, puis les partisans se détestaient. Et là, on dirait que les partisans de la Charge aimeraient que la Charge gagne, mais en même temps, ils détestent pas totalement la victoire et vice-versa. Donc, je trouve que c'est vraiment une belle camaraderie qu'il y a présentement dans les estrades dans cette série-là. Ouais, puis c'est de bonne guerre aussi. Tu sais, dans le sens que tant que ça reste évidemment civilisé puis qu'il n'y a pas tu sais, d'attaque personnelle ou rien de ça, tu sais, c'est de bonne guerre aussi de duer les joueuses adverses. Puis en même temps, je pense que c'est un compliment. Tu sais, quand tu sais, quelqu'un comme Laura Stacey, qui est évidemment quand même assurément une des probablement 5 ou 6 joueuses les plus populaires de toute la LPHF. Là. Donc tu sais, c'est vrai qu'elle dérange, c'est vrai qu'elle est intense. Elle se retrouve souvent dans les petits scrums, elle se retrouve souvent chicanée. On y voit un peu les bras en l'air, etc. Donc, c'est ça. Ça fait partie aussi de la nature des séries éliminatoires, là, de jouer contre les mêmes plusieurs matchs de fil. Là. C'est ce qu'on apprécie d'ailleurs des séries. Puis on a souvent parlé de l'ambiance à la Place Belle. Comment est-ce que tu pourrais la comparer, cette ambiance-là, versus Canadian Tire Center?
Ben, c'est sûr que tu veux dire, il y a le nombre de personnes. C'est comme une place belle pleine à craquer. C'est dur à battre, mais ça accotait. Pour moi, c'était l'équivalent hier. C'est comme si tu prends la place belle, mais tu ajoutes 6 000 à 7 000 personnes. C'est ça que ça donne. Puis ce que je me disais hier en regardant ça, il n'y a aucun marché américain qui accote ça. C'est sûr que je ne suis pas allée à Seattle quand c'était plein à craquer, mais c'est juste la passion, l'intensité, à quel point c'est bruyant. Et ne veut pas, ben, dans un amphithéâtre de la nage, donc vient avec toutes les. C'est un amphithéâtre de premier niveau avec les animations qui viennent avec. Donc, je pense que c'est un bel événement. Ça me faisait penser honnêtement un petit peu au match au Centre Bell que la Victoire a eu, surtout la première année, là, quand c'était, je sais plus c'est quoi, mais presque Salcombe. En fait, je pense que c'était Salcombe. 21 000. Oui, c'était le 21 000. Là, il y avait atteint le 21 000. Pour moi, c'était un peu similaire. Puis qu'est-ce qui était beau, c'est que même si c'est un moment où, je veux dire, ça commençait à être tendu là, pour la Charge d'Ottawa qui tirait de l'arrière, qui était sur le bord de se faire éliminer, mais la foule continuait, elle était fidèle, elle scandait. Mais tu sais, quand la victoire a compté, là, ça criait. Là, puis même des fois, on entendait « Let's go, victoire! Let's go, charge! » Puis ça se mélangeait, puis on savait plus trop quelle équipe était en train de se faire encourager. Puis même à Montréal, Steph était là samedi, je pense, je parle le compte. Oui. Tu sais, à Ottawa, il y a une espèce de gazou. Charge! Mais là, il y a des fans d'Ottawa qui avaient fait le voyage puis qui avaient apporté leur petit gazou. Puis là, ça criait « Victoire! » Exact. Fait que finalement, le petit monsieur avec son gazou, il s'est fait avoir parce que ça s'est devenu comme une façon supplémentaire d'encourager Montréal. Bien, hier soir, encore une fois, c'est un match où tout s'est décidé à la fin. Est-ce que, parce que là, ça fait quand même une couple de fois que ça arrive, ce genre de situation-là, Steph, est-ce que c'est les nerfs qui prennent le dessus rendu à la fin du match? Est-ce que c'est l'épuisement? Bien, ça va vraiment dépendre parce que, tu sais, il y a les options tu sais, les deux options sont plausibles, tu sais. Je pense que j'ai pas trouvé que le match hier, il y avait eu énormément de chances de marquer de qualité de part et d'autre. Il y a eu des moments que chaque équipe a été, mettons, un peu plus avantagée. Mais j'ai pas l'impression qu'il y a eu tant de chances de marquer. Mais c'est sûr que quand tu mènes, c'est sûr que tu veux vraiment, mais en même temps, tu as comme une inquiétude naturelle. Tu veux pas faire d'erreur, tu veux... des fois, on va modifier... Exactement, on va modifier certaines choses au niveau du plan de match ou du moins au niveau de ce qu'on demande à certaines joueuses ou, bon, des fois, l'échec avant ou des choses comme ça. Tandis que, de l'autre côté, quand tu es Ottawa, ben là, c'est l'énergie du désespoir. Puis c'est dur à... Tu sais, une énergie du désespoir, c'est comme si tu vas puiser au plus profond, puis en plus, ben là, on le voyait à la télé, l'ambiance. Là, quand ils ont marqué le but égalisateur, c'est quand même une espèce de vague rouge immense qui s'est levée dans l'aréna. C'est des super beaux moments. Donc là, après ça, ben, tu te dis, oups, 1-1. Puis en même temps, ben, quand tu mènes une série 2-0, on en a déjà parlé, de recréer artificiellement une crainte qu'il n'y a pas de lendemain, c'est extrêmement difficile. Peu importe la qualité de la préparation, la qualité du leadership et tout ça, c'est quand même quelque chose qui est difficile à recréer. Tu le sais qu'il y en a un lendemain, c'était la victoire, même si tu essaies de le mettre de côté. Puis des fois, ben, on va se le dire, Ottawa n'a pas eu beaucoup de bons bounce pour eux, là, dans le sens que les bonnes équipes font leur chance. Puis dans cette série-là, sur les 2 premiers matchs, c'est assurément Montréal qui a eu la chance. Ouais. Ils l'ont travaillé, là, c'est pas, ils se sont pas fait dominer, puis tout d'un coup, ils ont 2 buts. Mais de façon générale, les petits moments de luck que tu as besoin pour aller chercher ces championnats-là, souvent, ben ça avait toujours les 2 premiers matchs tournés à l'avantage de Montréal. Puis là, hier, ben là, ça a tourné à l'avantage d'Ottawa. Puis je trouve ça quand même le fun parce que c'est une bonne série qui est très serrée, qui... Je trouve que ça ne méritait pas de finir en 3. Dans le sens que pour Ottawa, elle jouait mieux que mériter un balayage. Donc là, puis je l'ai dit à Christine, ma prédiction en 4 est encore bonne, fait que c'est parfait. Mais Christine, est-ce que tu as l'impression que la Victoire, c'est une équipe qui performe mieux quand elle a ce coussin confortable-là de « Hey, on est en avance de 2 matchs » ou au contraire, c'est une équipe qui performe mieux quand l'énergie du désespoir, comme tu disais, Steph, quand c'est un match sans lendemain? Mais je pense, c'est dur à dire, parce que comme Steph a dit, c'est tellement serré. Tu sais, le premier match, là, moi, je trouve que c'est vraiment Ottawa qui a eu l'avantage dans ce match-là. Puis Montréal, ben oui, a égalisé avec 2 secondes à faire en 3e période, puis ça a tourné du côté de la victoire. Deuxième match, je trouve que Montréal, globalement,
a eu l'avantage et a réussi dans un jeu discutable, peu importe, mais à aller chercher ce but en prolongation. Et hier, pour moi, c'était le match le plus serré. Je n'étais pas capable de savoir qui allait. Si le match avançait, je me disais, hey, je ne sais vraiment pas qui va gagner. Mais tu sais, je trouve que c'est deux équipes qui se ressemblent dans leur résilience, dans le fait de ne jamais abandonner. Puis je pense que c'est ça la différence entre, je pense que je l'ai déjà dit, entre la victoire de l'année dernière et la victoire aujourd'hui. C'est que si Montréal se fait compter, il n'y a pas nécessairement un sentiment de panique. Puis je pense qu'on croit du côté des joueurs de victoire qu'on peut revenir dans le match. Mais tu sais, hier, c'est sûr que Montréal aurait pu mieux gérer la fin de match puis essayer davantage fermer le jeu, mais j'ai l'impression que les nerfs aussi sont venus jouer un peu, comme Steph disait, avec cette situation-là que personne, sauf Maggie Flaherty, a déjà vécu dans cette équipe-là. Puis, tu sais, il faut apprendre à gérer une fin de match. Et je suis d'accord, tu sais, moi, j'avais l'impression, en arrivant ici à Ottawa hier, qu'Ottawa allait gagner ce match-là. Parce que c'est une équipe qui réussit toujours à se faufiler. On se souviendra que cette équipe-là s'est qualifiée pour les séries éliminatoires dans le dernier match de la saison. Puis, tu sais, il faut parler aussi de Rebecca Leslie, qui est déjà à son 4e but en séries éliminatoires. C'est quand même tellement une belle histoire. Tu sais, c'est une fille qui vient d'Ottawa, puis elle réussit à donner la victoire à son équipe avec 54 secondes à faire devant 17 000 personnes à la maison. Tu sais, elle a dit que c'était un moment incroyable dont je vais me souvenir toute ma vie. Puis, pour l'histoire, pour la Ligue en soi, pour la visibilité, c'est une excellente nouvelle. Puis même pour Montréal, pour moi, je trouve que c'est une super bonne nouvelle qu'elles aient perdu hier. On dit qu'au hockey, une avance de 2 buts, c'est la pire avance à avoir. Là, la victoire a vu une avance de 2 matchs. Et là, c'est 2-1. Est-ce que cette avance de 2 matchs-là, Steph, selon toi, c'était comme un peu la pire avance à avoir? Non. J'ai une idée à tous les jours. Hein? Oui, pour nos amis américains. Oui, exactement. Tous les jours, je prends une avance de 2-0 versus un retard de 0-2 dans une série et même dans un match. Puis, tu sais, quand on dit que la pire, puis c'est vrai là, qu'on dit souvent ça, c'est la pire avance de 2 buts, mais c'est justement, ça revient plus à la gestion ou ce qui est demandé ou comment on entraîne les athlètes dans les moments où quel genre de jeu on doit faire. T'sais, c'est quoi les priorités? Est-ce que c'est d'essayer d'aller marquer un 3e ou on essaye de reculer pour s'assurer de rien donner puis de rester à l'intérieur? Il y a tout cet élément-là de gestion puis de ce que j'ai envie de dire, le niveau de tolérance au risque qu'on entend souvent quand il faut faire des placements. Mais la même chose à qu'est-ce que le coaching staff est capable de tolérer comme risque ou aime prendre comme risque. Mais ça va aussi, oui, ce qu'on aime les entraîneurs, mais aussi le groupe d'athlètes que tu as. Il y a énormément d'expérience sur le banc de Montréal. Je pense pas. Les filles étaient sûrement déçues parce que c'est quand même une chance de soulever la coupe. Puis, oui, pour la Ligue, tout ça, c'est le fun d'avoir un 4e match, etc. C'est sûr que les filles ils veulent closer aussitôt qu'ils peuvent. Là, ils veulent la lever puis faire passer à d'autres choses, pouvoir célébrer, partir en vacances. Mais je pense vraiment pas qu'il y a de la panique autant du niveau des coachs que du niveau des joueuses. Là, Christine, tu as un peu été un oiseau de malheur, il faut le dire, là, parce que toi, tu avais dit... Encore! Toi, tu avais dit que, pas que tu espérais qu'ils perdent, mais que tu disais que ça serait bien pour les filles, pour la visibilité. Oui, bien en fait, c'est exact. que, tu sais, au-delà de ça, la Ligue est encore en croissance, essaie de faire connaître le produit. Puis, nous, on est là, puis on parle quotidiennement de hockey féminin, mais vous avez peut-être vu sur les réseaux sociaux, il y a comme un mouvement présentement où des politiciens, des personnalités publiques ont fait valoir le fait qu'il n'y avait pas juste le Canadien, puis il y avait aussi une autre équipe de Montréal qui était en séries éliminatoires. Donc, on a vu des maires de différentes villes faire des vidéos pour dire on encourage la victoire. Donc, un mouvement, mais là, tu sais, je veux dire, à cause des contraintes du calendrier dont on a parlé la semaine passée, ben la victoire devait jouer la même journée que le Canadien. Mais hier soir, de match du Canadien de Montréal, je veux dire que si Montréal avait gagné la Coupe Walter hier, tu sais, oublie ça aujourd'hui. Là, je veux dire, oui, je fais quelques converses, mais partout à Radio-Canada, dans les différents médias, il est question de ce but de Newhook avant tout, en prolongation. Puis j'aurais trouvé ça triste que la première Coupe Walter de l'histoire de la victoire soit complètement éclipsée par la victoire tout aussi intéressante du Canadien de Montréal. Tandis que là, mercredi, pas de match du Canadien, le champ est libre. Les filles pourraient avoir potentiellement toute la visibilité. Puis les partisans, tu sais, il y en a plein là, qui aiment autant le Canadien que la victoire, qui étaient déchirés hier. J'en voyais même au match à Ottawa qui avait le cellulaire en même temps puis qui a des yeux tout autour de la tête pour essayer de voir les 2 games.
Mais là, mercredi, elle pourrait, ces personnes-là, festoyer cette fameuse Coupe Walter. Donc, tu sais, à quelque part, pour le produit en soi, je trouve que c'est comme un scénario idéal. Si Montréal l'emporte mercredi, mais là, il ne faut pas, du côté de la victoire, perdre ce match-là. Parce que là, si finalement tu passes d'une avance de 2-0 à 2-2, je pense qu'on vient complètement de changer, comme on dit, le momentum, puis ça ne serait pas une bonne nouvelle pour Montréal. Puis c'était un peu le même scénario au match numéro 1 jeudi. Je sais pas si Christine, t'étais là, Steph, je sais pas si t'étais là au match de jeudi, non. Mais c'était là la place Belle la plus vide, je pense, de l'histoire, là, honnêtement. J'ai pas les records d'assistance, mais c'était complètement vide. Ce soir-là, évidemment, il y avait un match du Canadien. C'est un match qui a été annoncé un peu dernière minute. J'ai entendu aussi parler du fait que les prix des billets avaient augmenté. J'ai l'impression que tout ça, ça a comme été peut-être un cocktail pour faire en sorte que le match numéro 1 de la Coupe Walter, il y avait quasiment personne dans les estrades pour encourager la victoire. C'est quoi, 5 000 ou quelque chose comme ça? C'était 5 000. C'était pas... Oui, c'était pas un bon chiffre, mais honnêtement, moi qui étais là, sont complètement disjonctés, là, dans le sens où tu as juste 5 000 personnes, puis c'est plus bruyant que d'autres amphithéâtres avec beaucoup plus de monde. Mais comme tu as dit, Ophélia, premièrement, les billets pour le public ont été mis en vente. Dans le fond, ce match-là, c'était quand? Là, je suis mêlée jeudi. Le jeudi. La série présidente s'est terminée mardi et les billets étaient en vente mercredi à 14h. Donc, je connais pas les détails, c'est vraiment juste une opinion. Pourquoi, à partir du moment où le match est terminé, puis on sait que Montréal passe au tour suivant, pourquoi les billets ne sont pas mis en vente dès maintenant? Là, je veux dire, ça te donne 24 heures pour vendre des billets. Quand on sait quand on sait que le match 3 et 4 à Ottawa avait déjà commencé à être vendu 3 jours avant que la série finisse de Montréal, c'est effectivement un timing un peu bizarre. C'est sûr, quand tu regardes le Centre Canadian Tire, hier, plein en craqué, eux autres, ça fait 10 jours que les billets sont en vente. Et les sénateurs d'Ottawa ne sont pas dans le portrait. Donc, les gens ici sont comme en manque de hockey. Fait qu'il y a plusieurs choses. Mais tu sais, en même temps, tu vois, samedi, là, c'était presque ça le comble à la Place Belle. Ouais. Juste le fait qu'il y a eu plus de jours, le fait que ce soit pas en conflit parce que le Canadien jouait le soir. Et évidemment, un match en après-midi, c'est quand même plus facile pour se rendre. Il n'y a pas de trafic normalement pour les enfants. Donc, je pense que c'est juste les circonstances qui font ça. Puis ça reste qu'il y en a que présentement, ils veulent suivre le Canadien, ils veulent suivre la victoire, puis sont déchirés. Fait que c'est juste... puis je comprends la Ligue, là, je veux dire, il y avait des contraintes au niveau du calendrier, comme on a expliqué, mais c'est juste que c'est vraiment pas le scénario idéal, surtout dans ton marché qui fonctionne le mieux, que normalement, en fin de saison, c'était tout le temps à ça le comble. Là. Donc, c'est dommage de ne pas avoir eu ça en séries éliminatoires. Puis au moins, c'était les 5000 meilleurs partisans et partisanes qu'ils pouvaient avoir, comme tu dis, Christine. Puis ils en ont eu pour leur argent. Ce match-là, scénario conte de fées pour la victoire. Parlons un peu de cette blessure-là. Alors, Stacy, Christine, tu disais au début qu'il y a des gens qui disent que Laura faisait semblant d'être blessée. Honnêtement, d'avoir vu la vidéo, je pense pas que tu peux faire semblant d'être blessée à ce point-là. Non, puis c'est honnêtement comme... C'est zéro dans sa personnalité, là, dans le sens que Laura, il perd un gant, elle perd un bâton, elle enlèverait son casque, bloquer une shot avec ses dents, là, genre. Si c'est ça que ça prenait. C'est vraiment, tu le vois, là. Il y a des blessures, des fois, sur le cou qui sont extrêmement douloureuses, là. Bon, c'est comme fait frapper sur le côté de la jambe, des fois, ça peut être extrêmement douloureux. Puis quand on a vu quand Alexandra Normandin, là, qui est la thérapeute en chef, là, les gens maintenant la voient régulièrement en arrière du banc, c'est toujours elle, là, à moins qu'elle soit occupée avec quelqu'un d'autre à l'arrière, c'est elle la première qui va embarquer sur la glace. Tu voyais là, que c'est comme, fallait qu'elle la calme, fallait qu'elle, je vais dire, la mobilise, là, ou du moins l'immobilise plutôt, pour faire comme, OK, attendez un petit peu, là. Fait que des fois, c'est ça. Sur le coup, ça peut faire extrêmement mal, là. Moi, comme œil de quelqu'un qui a fait des sports de contact et qui a vu mille et une blessures puis qui connaît du monde qui a eu des blessures, ça avait l'air de quelqu'un qui se faisait replacer quelque chose. Puis je ne sais pas c'est quoi qui y est arrivé, là, mais ça avait l'air de genre être en grosse douleur. Tu replaces quelque chose puis se faire replacer quelque chose, que ce soit une épaule débarquée, que ce soit si c'était son genou, sa cheville, peu importe, là, ça fait extrêmement mal. Mais après ça... Si c'est bien replacé, effectivement,
Exact. Soulagement. Ouais. Et là, elle est revenue pour la période de prolongation. Évidemment, un but de Nicole Gosling. Elle revient pour la période de prolongation. Puis les filles, à ce moment-là, c'est que Abby Rock le disait, ils ne savaient pas qu'elle était pour revenir quand ils l'ont vu patiner sur la glace. Ça leur a donné un peu cette flamme-là pour la période de prolongation d'y aller, puis finalement de remporter marquer avec le match. la tête. De marquer avec la tête. Non, mais c'était Laura Stacey. Bon, évidemment, la victoire n'aura pas donné de détails. Je ne serais pas surprise d'apprendre qu'on ne sait pas exactement les blessures. Elle est blessée où? Qu'est-ce qui s'est passé? Mais je pense qu'on peut déduire que c'est le bas du corps et que c'est le milieu de la jambe. Le milieu de la jambe au niveau du genou, je dirais, parce que, mettons, elle a deux mains puis elle prenait cette partie-là avec ses deux mains. Et ensuite, Alex Normandin prenait cette partie de sa jambe avec ses deux mains. Puis effectivement, Ophélia, on peut déduire, parce qu'il faut toujours parler au conditionnel, parce que l'équipe n'a rien confirmé, mais on voit très bien Alexandra, qui est de dos à la caméra, prendre sa jambe, et à un moment précis où Alexandra semble faire quelque chose, et Laura Stacey, elle a un espace de douleur, elle s'agrippe au bras d'Alexandra. Et une fois ce moment passé, elle a été capable de se relever et tranquillement, pas vite, y aller. Donc, est-ce qu'on parle, évidemment, ça ressemble à une luxation, mettons, de la rotule qui est débarquée, c'est ce que les observateurs spécialistes de la santé me disaient potentiellement. Donc, une fois que c'est replacé, ben s'il n'y a pas trop de dommages, je veux dire, la réalité, c'est probablement que si moi, je me fais faire ça, ben ensuite, je ne marche pas, mais elle a un peu plus de musculature que moi autour du genou. Donc, ça peut aider pour la suite, mais c'est sûr que présentement, il y en a qui l'appellent la guerrière. Même chose que Marie-Philippe Poulin. On pourra en savoir un peu plus quand la saison sera terminée, mais je pense que le mot, c'est qu'Alexandra Normandin, présentement, elle fait des tours de magie et elle est créative. Et c'est la même chose pour tous les médecins, thérapeutes sportifs des autres équipes. Justement, je parlais avec mes collègues d'Ottawa l'année passée, puis ils me rappelaient que quand la charge d'Ottawa a été éliminée, elle a perdu en grande finale l'année dernière. Les joueurs sont arrivés, puis il y en a une finalement avec une attelle au bras, un autre avec un bandage au genou. Elles étaient vraiment amochées, mais pendant la série, on n'en avait aucune idée. Donc, je pense que c'est la nature. Ça doit être la même chose que du côté du Canadien de la LNH. Rendu à ce stade-ci de la saison, les joueurs sont hyper amochés. Mais comme Steph disait à un moment donné sur le premier trio, on dit, ben écoute, Marie-Philippe et Laura, ils ont deux genoux, donc elles peuvent continuer à jouer. Oui, puis ça a laissé place à un moment qui finalement est devenu viral sur les réseaux sociaux où Marie-Philippe va aider Laura, la ramène, puis visiblement inquiète. Puis je me disais, ça doit tellement être difficile quand même de dire, moi, il faut que je reste là pour aller essayer de gagner ce match-là, puis pas savoir qu'est-ce qui se passe avec ta femme. Ça n'a pas dû être facile quand même pour Marie-Philippe de retourner sur la glace puis d'aller la chercher, cette victoire-là. Là. Je pense que c'est l'une des choses, parce que, excuse-moi, Steph, on voit toujours qu'elles veulent séparer vraiment, elles sont pas co-chambreuses sur la route, puis moi, je les vois, ça ne soit pas ensemble. Non, donc, elles veulent séparer le personnel du professionnel, mais je pense que c'est l'une des seules fois où on a vu ce lien privilégié qui les unit, où là, Marie-Philippe était sur le banc, mais elle n'arrêtait pas de regarder dans le couloir derrière pour voir où, puis elle demandait au trainer qu'est-ce qui se passait. Donc, tu sais, à un moment donné, là, beau vouloir mettre une ligne, la ligne, elle devient floue un petit peu. Puis effectivement, les partisans aiment beaucoup, les joueurs aiment beaucoup les relations intra-LPHF, intra-victoire, et particulièrement ce power couple-là. Donc là, les montages, il y en a eu plein de Laura Stacey qui sort accompagnée de Marie-Philippe, le Marie-Philippe qui regarde en arrière dans le rideau. C'est un beau moment qui finalement finit bien, mais ouais, c'est ça. C'est ça. Une chance pour elle que ça a bien terminé. Ça aurait pu être catastrophique quand même si la blessure avait été plus sérieuse, dans le sens où si Laura n'était pas revenue. Là, oui, assurément. Là, puis on a vu les secondes d'intensité que Marie-Philippe a amenées pour le but égalisateur. Même si je maintiens, puis on a eu cette discussion-là, Christine et moi, et je l'ai eu aussi avec notre collègue Isabelle Leclerc. Je pense qu'Ottawa l'a vraiment échappé au premier match. Là. Vraiment, Philippe a dormi pendant 15 secondes. Lara a dormi. Leur top joueuse, c'est comme si à 14 secondes, c'était terminé. Puis sur une entrée de zone très, très normale, là, qu'on voit 50 fois dans un match, qui se retrouve avec une rondelle devant le filet. Mais tu sais, c'est comme le mythe Marie-Philippe, c'est la légende, pardon, pas le mythe, la légende de, tu sais, c'est ça, elle transforme rien en quelque chose. Puis en même temps, c'est sûr que du côté d'Ottawa, on devait être vraiment pas content parce que les joueuses clés avaient des jeux, somme toute, extrêmement simples à faire.
puis ils n'ont pas été faits c'est 3 erreurs. Pour moi, c'est 3 erreurs flagrantes, dont 2 de la gardienne en l'espace de comme 5 secondes, qui donnent ce fameux but égalisateur-là. Ottawa aurait dû sortir 1-0, puis je pense qu'il avait joué le meilleur. C'était l'équipe qui avait joué le meilleur match dans les deux. Puis ça a l'air, Steph, difficile de marquer dans cette série-là. Est-ce qu'on pense que c'est les gardiennes qui sont donc incroyables? Est-ce que c'est les joueuses qui ont de la difficulté à avoir des bonnes opportunités de marquer? Bien, c'est un mix des deux. On le sait, au hockey féminin, c'est aussi ce qui est reproché. Il faut être honnête, c'est ce qui est reproché souvent au hockey féminin, c'est la qualité des gardiennes versus la qualité des tirs. C'est la réalité. Je veux dire, des filles qui pèsent en moyenne, là, je vais dire, environ 160 livres, tirent la même rondelle que des gars qui ont une moyenne de 190. Fait que c'est sûr que la qualité des gardiennes, c'est pour ça que la position des gardiennes, c'est souvent celle, justement, qui est plus dominante. Puis c'est pour ça qu'au niveau, mettons, du hockey, du hockey mineur, on voit des gardiennes jouer dans des niveaux masculins très élevés plus longtemps, ce que pratiquement aucune joueuse est capable de faire de par l'aspect physique là, qui devient beaucoup trop grand dès le début de l'adolescence. Donc, c'est sûr que ça, c'est un enjeu. T'sais, la qualité des chances de marquer de par la qualité des tirs. Puis, tu sais, faut le dire. Bon, évidemment, je pense qu'il n'y a plus grand-chose à dire sur Desbiens, à quel point elle est exceptionnelle. Phillips, les gens l'ont découvert l'an passé. C'est pas, elle n'a pas pris la place à Mash Meyer par hasard, là, beaucoup plus jeune, évidemment, mais elle a commencé à être dominante. Puis ensuite, bon, les Olympiques cette année, tout ça. Donc, c'est sûr que ces deux gardiennes au top de leur niveau, les deux. J'ai hâte de voir Phillips dans les prochaines années. Je m'attends à ce que potentiellement, ça devienne la meilleure gardienne potentiellement au monde, là, parce que c'est sûr que j'imagine, je ne vais pas faire peur aux gens, mais je pense pas qu'Anne Renée, elle va gauler encore 5, 6, 7 ans. Là. Donc, je m'attends que pour le prochain cycle olympique, Phillips soit assurément peut-être dépasse Frankel aussi, de beaucoup des meilleures séries que Frankel. Elle a été vraiment meilleure dans la demi-finale, même si Boston a une meilleure équipe. Donc, c'est un peu ça. Puis c'est ce qui fait que, tu sais, des fois, on niaise, puis on dit, ben, moi, je mettrais un 2 sur un 2-1, là. 2-1 en prolongation, tu sais, c'est rare qu'on va au-delà de ça. Puis en même temps, en série, tout se referme aussi. Tu sais, il y a comme du run and gun, là, comme on appelle, là, la transition des deux côtés, il y en a moins. Puis c'est sûr que défensivement, les équipes sont tellement bien structurées, rendues là, que c'est un peu plus tough, mais ça reste toujours pour moi un enjeu, je vais dire, mécanique là, de force par rapport à ce qu'ils sont capables de faire. Bon, là, parlons un peu du travail des arbitres. Oh! Parce qu'il y a un livre différent pour les séries, on le sait. Bien là, ça fait pas mal jaser de ces temps-ci. Les derniers matchs, Christine, je ne sais pas si ça a été ton évaluation aussi, on a l'impression qu'ils laissent beaucoup jouer. Oui, à un moment donné, au début des séries, je ne sais plus trop, là, mais à un moment donné, on disait, oh mon Dieu, il appelle tout. Tu sais, c'était l'inverse. On se souviendra que Laura Stacey avait reçu une pénalité pour avoir pas mal freiné devant Phillips. Là, tu sais. Mais là, c'est l'extrême. Là, on a rangé le sifflet, on ne siffle plus rien. Et là, ben, écoute, on va dire que l'arbitrage fait partie du jeu. C'est sûr que sur le but de Flaherty, lors du deuxième match en prolongation, ben, Quel crochet! On parle beaucoup de Willoughby qui fait trébucher la défenseuse. Il y a deux choses là-dedans, puis même Carla McLeod l'a dit. Premièrement, c'est évident quand tu vois à la reprise, il y a une fille, la défenseuse se fait ramasser devant le filet, il aurait dû avoir une pénalité. Sauf que si, c'est plate, mais si les arbitres ont rien appelé tout au long du match, ils vont certainement pas appeler ça en prolongation. Malheureusement, c'est comme ça. Puis là, si on parle spécifiquement de ce but-là, oui, il y a eu la défenseuse, mais il y a quand même 4 filles sur Marie-Philippe Poulin et ouais. Il n'y a personne ailleurs. Je veux dire, il y a un gros problème de couverture aussi. Donc, même la coach d'Ottawa a dit, on ne peut pas dire que c'est juste à cause de la défenseuse parce qu'il devrait être une attaquante qui est en train aussi de surveiller Flaherty. C'est un mélange de tout ça. Mais effectivement, je trouve que, je comprends qu'on entend souvent dans la LNH aussi, il y a un livre pour les séries, on range le sifflet. Mais à un moment donné, il faut que tu contrôles ton match. Puis moi, depuis le début de la série, je me disais, les arbitres vont perdre le contrôle, ça va dégénérer parce que là, ça se met à se tapocher, ça se met à s'accrocher, des mises en échec. Tu sais, à un moment donné, dans ce match-là, oui, il y a eu le but de Flaherty, mais à un moment donné, c'est comme, je pense que c'est Ambrose qui se fait faire un cross-check dans la gorge, puis pousser sur des biens.
Ouais. Puis non, c'est correct qu'on laisse jouer. Donc, tu sais, ça a été un point culminant, mais en fait, c'est j'allais dire un build-up en mon français, là, c'est une accumulation tout au long du match. Puis Steph, c'est elle la pro de l'arbitrage, là, mais je pense on était ensemble, j'ai l'impression que toi aussi, Oui. tu te demandais qu'est-ce qui se passait, là. Mais tu sais, on parle toujours, ce qui est souvent demandé aux arbitres, évidemment, c'est d'avoir un standard. Fait que quand tu établis un standard, les joueurs, les entraîneurs, à ce moment-là, s'attendent à bon, ça dépasse la limite. Puis effectivement, cette séquence-là en est une bonne. Samedi dernier, moi, je pense dans les 3 matchs, le match le moins bien arbitré a été assurément celui de samedi. Parce que il y a un autre moment, je ne sais plus en quelle période, mais il y a une joueuse de Montréal qui s'est faite faire un double échec énorme devant le filet, mais vraiment, là, un vrai à la ceux qui se rappellent chez Weber en séries éliminatoires qui avait comme pouvait faire à peu près ce qu'il voulait sur la glace, mais vraiment, on voit le coup qui part par en arrière et tout ça. Puis là, on est tous restés un peu bêtes parce que tu te dis, OK, si ça rentre pas dans un standard de ce qui est un double échec, il n'y aura aucune punition à part une tentative de meurtre. Fait qu'à un moment donné, il faut comme créer un standard. Puis en même temps, dans le match hier, on dit, puis j'écoutais évidemment l'analyse là, d'Isabelle, puis sur la punition que Laura Stacey a eue en début de 3e, qui a donné un 5 contre 3 à Ottawa. Et on se dit, quand il y a un 5 contre 4, déjà, pour envoyer une équipe en 5 contre 3, ça doit être vraiment une grosse punition. Fait que ça, on dit une punition d'impact, là, donc soit vraiment quelque chose de physique, de dangereux. Donc, une mise en échec illégale de dos, un boarding, avoir donné de la bande, etc. Ou vraiment d'avoir complètement enlevé une chance de marquer à une joueuse là, qui n'a pas pu prendre un tir. Là, c'est une entrée de zone banale, une joueuse à l'extérieur. Puis là, finalement, en plus, est-ce qu'elle pensait que Clark allait tomber? Peut-être, parce qu'elle lève, on le voit sur la séquence, elle lève le bras super rapidement, mais finalement, Clark, elle tombe pas. Fait que là, elle peut pas donner trébucher. Mais là, il donne accroché. Là, tu fais, OK, elle a pas perdu possession, elle a gardé la rondelle, c'est une entrée de zone qui crée rien. Il n'y a pas réellement... C'est une punition, c'est pour redonner l'avantage à l'adversaire. Il n'y a pas vraiment de perte d'avantage. Elle s'en allait pas au filet. Fait que là, tu te dis, là, ça donne un 5 contre 3, mais ils ont cassé 4 vertèbres dans le dos de plusieurs joueuses des 2 bords 48 heures avant, puis ils donnent rien. Pas le même staff, mais c'est là quand on parle de standard. Je pense quand même qu'overall, ça s'est amélioré de la saison 1 à cette année. Là, mais dans cette série-là, c'est extrêmement difficile et je trouve que c'est extrêmement disparate. Puis c'est là que les fans chantent des choses super sympathiques aux arbitres pendant les matchs, puis que les joueuses deviennent comme pogne les nerfs, on va dire ça comme ça, parce que Laura, samedi, là, il était temps que le match finisse, là, parce qu'elle a commencé à en avoir jusque-là. Là. Oui, puis on a pu l'entendre, le mécontentement des partisans à la Place Belle, la fameuse chanson Ref. On t'adore, mais c'est mieux. Est-ce que les filles, est-ce que ça existe vraiment un match de hockey en séries éliminatoires où les arbitres ne sont pas les méchants? Je veux dire, ça se peut juste pas. Là. On dirait que ça vient avec le spectacle. Puis dans cette série-là, qu'est-ce que ça fait? Je vous parlais de visibilité puis faire connaître le produit. Il y a du drame. Il y a du drame à chaque match. Des buts à 2 contre la fin. Une blessure à Marie-Phil Poulin. Sa femme qui s'inquiète. Des mauvaises décisions des arbitres. Hier encore, on arrive avec le but dans la dernière minute. Donc, même s'il n'y a pas beaucoup de buts de marqués pour les raisons que Steph a évoquées, ça reste que les équipes réussissent à rendre ça excitant. Puis, tu sais, pour vrai, il y a des séquences, surtout en troisième période, en fin de troisième période hier, que si c'était pas Phillips ou Desbiens, le pointage aurait été pas mal plus élevé. Donc, c'est elle, présentement, les vraies vedettes de cette série-là. Oui, puis on dira ce qu'on voudra, mais le drame, on aime ça. Puis, c'est ce qu'on aime dans le sport. Hein? C'est ça. Puis les gens, ils aiment ça, être pas contents à un moment donné. Là, en tout cas. Puis, parlant de mécontentement, on va aller faire un tour du côté des questions du public parce qu'on vous a lu encore une fois cette semaine. Avant de vous lire les commentaires de nos auditeurs fâchés, breaking news, une nouvelle fracassante pour nos amis américains. San Jose, qui sera officiellement la 4e équipe d'expansion dans la LPHF. Vos impressions à chaud comme ça?
Ben, c'est correct, là, ça fait... Ben, c'est ça. On se dit, il était temps qu'il le confirme, là, mais une 12e équipe, c'est assez. OK, arrêtez. On comprend, là. Stop! C'est assez. C'est fini. Embargo, on arrête. C'est assez. Ouais. Mais c'est le fun, la Californie. Donc, Christine, tu vas couvrir de nouveaux marchés, tu vas augmenter tes points aéroplan ou Air Miles. Donc, il y a pire que la Californie pour aller voir des matchs. Ben, écoute, Hein, je vais mais c'est assez. je vais demander au patron parmi les games qu'on diffuse, je vais aussi demander qu'on fasse la Californie. Tu sais, Ouais. c'est sûr que si tu me demandes entre la Californie et Winnipeg, c'est sûr que San Jose l'emporte. Mais bref, c'est plus une surprise parce qu'on le savait un peu. Exact. Faut dire quand même que la Californie, là, on a parlé brièvement, mais c'est vraiment un endroit où il y a un engouement pour le sport féminin. Et davantage, par exemple, du côté de San Francisco, avec la WNBA, avec la NWSL, qui a une nouvelle équipe d'expansion en soccer qui fonctionne extrêmement bien. San Jose, ben, pour être honnête, je connais pas nécessairement le marché du sport féminin dans cette ville spécifiquement. Mais je présume que la LPHF, les dirigeants, ils ont fait leur devoir. Mais comme moi, ce que je vais dire, c'est comme Steph. Si on calcule vite, 4 nouvelles équipes, dont 25, mettons, 25 filles par équipe environ, ça fait quand même 100 nouvelles joueuses à trouver pour l'année prochaine. Bonne chance. Ouais. Et ben écoute, pendant ce temps-là, Christine, toi, tu vas pouvoir travailler sur ton bronzage. On est contente pour toi. Oui, merci, j'apprécie, j'en ai besoin. Mais pendant ce temps-là, Shani sur YouTube est Oh. pas content ou contente. Il ou elle est en colère contre le manque de considération envers les filles de la victoire parce que le Rocket a été éliminé. Et là, on n'a pas mis le logo de la victoire sur la glace. Je sais qu'on en a déjà parlé, mais c'est pas juste le logo. Il n'y a même pas de fanion dans les couloirs. Il n'y a rien vraiment pour... C'est pas pour- très habillé, victoire. On va dire ça Exact, comme pour ça. montrer Ouais. que les filles Ouais. sont quand même en finale de la Coupe Walter. C'est Ben, ordinaire. C'est parce que, puis là, on ne connaît pas tous les détails, évidemment, des ententes commerciales, contractuelles qu'il y a. Donc, c'est sûr que de défaire un logo, de refaire un logo, ça a des coûts quand même importants. Donc, est-ce qu'ils ont... Est-ce que ça, c'était prévu? On sait-tu c'est combien que ça coûte? Ben, juste faire les logos, là, ça vient... C'est des morceaux qui sont collés directement, là, qu'on assemble, un genre de puzzle. C'est dispendieux, là. En général, c'est plusieurs milliers de dollars. OK. Bon, puis évidemment, un peu de temps et tout ça. Donc, est-ce que, avec les concerts, avec tout ça, est-ce qu'ils ont eu le temps de baisser la glace, remonter la glace, etc.? Je le sais qu'ils l'ont fait au Centre Canadien Tire parce que là, Ottawa est éliminé, donc ils ont mis le logo. Les gens en ont parlé beaucoup. Moi aussi, je m'en suis fait parler. Comment ça, la charge de son logo dans le centre, etc. Oui, c'est plate, honnêtement. Je pense que ça n'enlève rien à la qualité du spectacle, puis la qualité aussi de l'animation là, de la gang de Christine Monpetit, là, qui est vraiment exceptionnelle à la Place Belle. Mais tu sais, c'est sûr que j'espère qu'à force que les gens en parlent, puis qu'on en parle, puis que c'est une problématique ou quelque chose qui dérange les fans qui est soulevé, qu'on va voir un step-up quand même l'an prochain de ce côté-là. Là. T'attends-tu à avoir un logo au centre de la glace, Christine, l'année prochaine? Ben non, parce non, que tu sais, ça revient pas aussi avec pendant la l'enjeu saison. où la Ligue et la Victoire n'est pas propriétaire de l'amphithéâtre et n'est pas l'utilisateur principal non plus. Exact. Donc, tu sais, je sais pas, je pense que c'est une question administrative. Peut-être, puis je spécule, peut-être que si le Rocket n'avait pas fait les séries éliminatoires un peu comme du côté du Centre Canadien Tire, il y aurait eu plus de temps pour mettre en place ces démarches-là. Là, je suis d'accord, le fait que les gens en parlent, mais peut-être que ça mettra la puce à l'oreille et que peut-être l'année prochaine, ça sera fait. On aimerait ça, mais en même temps, il faut être conscient que c'est des petits pas. On part de loin quand même. Puis chaque petite victoire en est une pour la victoire et pour la Ligue. Donc, on part de très loin. Tu dis quand même que hier, il y avait 17 000 personnes dans un amphithéâtre pour un match de hockey féminin, puis que la Place Belle est presque toujours pleine, puis que les 5 000 crinqués qui étaient là jeudi dernier, ben, ils venaient tous me parler de changement de ligne, puis ils venaient débattre de Darren Greg avec moi. Fait que tu te dis, OK, on est rendu ailleurs quand même. Donc, normalement, un jour, ça va venir. Il faut juste être patient. Après toute la saga de maladie, pas maladie avec la victoire, il y a Sam On Duke n'en sur parle YouTube. plus. On n'en parle plus. Ben non, mais là, c'est parce que quelqu'un nous a écrit. Là. Sam Duke Ouais. sur YouTube, qui est une infirmière, nous demandait en quoi consiste l'équipe médicale de la victoire. C'est une bonne question. Moi, je sais pas.
ils ont une bonne équipe. Donc, on parlait d'Alexandra Normandin. Je crois qu'ils sont trois thérapeutes temps plein présentement avec l'équipe, plus évidemment des préparateurs physiques. Donc, ils sont 2, 3, ils ont souvent des stagiaires aussi. Puis il y a aussi un médecin. Vous allez peut-être voir derrière le banc des joueuses, il y a aussi toujours 1 ou 2 médecins qui sont là, que des fois vont descendre puis aller dans le couloir. Puis en plus, ils ont plein de conseillers. Puis ils ont plein, je veux dire, s'ils ont un besoin spécifique, ils vont se déplacer dans des cliniques. Ils sont extrêmement bien entourés, honnêtement. Je pense particulièrement aussi à Montréal. Daniel Sauvageau a de l'expérience. Ça fait longtemps. C'est des gens qui travaillaient avec Stéphanie, justement, à l'époque, au Centre 21.02. Donc, Steph, tu les connais beaucoup. Mais il y a beaucoup de personnes qui étaient là dans le projet au départ et qui ont suivi avec la victoire après. Oui, puis toutes les équipes ont à peu près la même. C'est comme ils ont deux préposés à l'équipement, on le voit en arrière du banc. Il y a toujours 2 thérapeutes. Oui, Alexandra, la thérapeute en chef. Il y a Marianne aussi. Les gens peuvent voir, c'est l'autre thérapeute qui est en arrière du banc. Donc, ils sont 2 de mémoire, là, sont vraiment 2 à temps plein. Puis effectivement, ils vont avoir des gens, des fois, qui vont venir au besoin. Ils ont des ententes aussi. Tout dépendant des fois avec certains médecins dans des cliniques, donc s'ils ont besoin de tests, des choses comme ça. Puis ils ont toujours aussi des conseillers médicaux, plus, les gens qui suivent, on va penser, exemple, au fameux Dr Mulder, là, c'est un nom, évidemment, qui a été super connu au Canadien de Montréal, il était toujours en arrière du banc, mais c'est le même principe. Puis effectivement, des fois, on voit quelqu'un là, descendre, ouvrir une porte de plastique derrière le banc, puis descendre, soit quand une des thérapeutes s'en va à l'arrière avec une athlète, bien là, il va y avoir une deuxième présence médicale en arrière du banc. Donc, ils sont super bien entourés. Il y a des conseillers à la Ligue aussi. Donc, c'est sûr que les filles ont, préparatrice physique en chef, là, qui est encore, je ne me trompe pas, Emmanuel Blais, qui a son équipe, évidemment. Donc, c'est ça. Il manque de rien, là, très honnêtement. Là. Ils n'ont pas à pâlir de du soutien médical. Bref, des personnes qui savent ce qu'ils font. Mais Théophile, je veux dire, c'est pour ça que dans toute la saga de la blessure à Marie-Philippe Poulin, on peut débattre, on peut spéculer vu qu'on ne sait rien. Mais les gens qui disaient Marie-Philippe est revenue trop rapidement, c'est pas dangereux. Moi, j'ai envie de dire, je pense que ces gens ont plus de connaissances que nous 3 réunis et j'ose espérer que si on décidé que c'était la bonne chose à faire de la laisser jouer, c'est parce qu'ils ont jugé que c'était correct de le faire. Tu sais, je veux dire, je pense qu'il faut faire confiance. Ils sont très, très, très bien entourés. Là. On a aussi Virginie sur Instagram qui nous a demandé pourquoi les filles ne se donnent pas la main après les matchs depuis le début de la série Ottawa-Montréal. Est-ce que c'est à cause du fameux virus? Ah non, c'est comme ça en série. Oui, en série, ils donnent la main. En série, ils ne se donnent pas la main jusqu'à la fin de la série. Donc, durant la saison, effectivement, les matchs réguliers, elles se donnent la main. Honnêtement, je sais pas pourquoi, là. Mais. Parce que pas fini. Non, mais dans le sens que. Là, c'est peut-être pas très fair play, mon affaire, mais, tu sais, sport professionnel, tu sais, après le match, c'est comme. On va se revoir un jour, là. Puis, je sais pas. Moi, cet aspect-là de donner la main après chaque match. En même temps, c'est une super belle démonstration de fair play, mais en série, c'est une série, là. Tu joues quelques fois en dedans d'une semaine. Donc, on se revoit demain, là, ça va. C'est ça, on se revoit demain. On a envie de s'arracher à la face sur le moment, hein, on rappelle. Mais à la fin de la série, tout comme on voit dans la LNH, c'est le seul moment dans la saison où ils vont donner la main. Elle le donne, puis c'est ça. Les émotions sont souvent trop hautes dans un match de play-off, là, dans un match de série. Tu vois mon air? Parce qu'on dirait que j'ai comme un doute de savoir s'il faisait encore à la fin de tous les matchs en saison. Oui. Même en saison, non, parce que il me semble que j'ai vu les filles célébrer en prolongation, puis ça célèbre. Puis les autres sont là plantés à attendre. Il me semble que j'ai vu, genre, les joueurs sont fâchés puis ils rentrent. Ou c'est juste les matchs du Non, ça se donne la main. Moi, je pense pas qu'ils le font à chaque match, honnêtement. Je doute. Je suis on vraiment... Là, on va demander l'appui du public. Je vois trop de matchs, là, mais il me semble que la victoire vient de gagner. Elles célèbrent. Puis là, elles s'en viennent au centre, puis elles font leur petit rond pour la foule, puis tout, pendant que ça chante... Ça fait rire, là, donc tout ça. Écoute, moi, je pense... Non, c'est au bal masqué. Mais moi, je pense qu'ils se donnent la main. C'est la même famille. Mais c'est correct, on peut gager un café, Christine. Moi, je pense qu'ils se donnent la main après chaque match. Il me semble, en tout cas.
Moi, je suis pas sûre qu'ils le font encore, mais on dirait que je suis comme. On dirait Il y que en a j'en perds trop, les là. bouts. Bon, Fait que... Il y en a ben, trop, là. on vous Parce que, tu reviendra. sais, ça serait bizarre, là, mais je l'avoue, là, tu joues 2 fois contre Ottawa dans la même semaine, puis là, on se serre la main. Là. Mais non, tu peux te serrer la main 5 fois dans un match, là, ça va être dans une série, pardon, ça va être correct. Ça va, ça Dans le va sens aller. que Non, mais c'est ça. Là. je veux dire, on est À la plus fin de dans la le U8, série. là. Ah ouais. Ben parfait, mais on vous reviendra avec plus Oui, de réponses. il va y avoir une relance. Les filles, pour finir ça, OK, j'aimerais vous demander qu'est-ce que ça va prendre à la victoire au match numéro 4 si elles veulent l'emporter contre la Charge d'Ottawa. Va falloir Des qu'elle buts? marque plus rapidement. Oui, c'est ça. Mais plus rapidement pour couper les ailes un petit peu à la foule. On le sait, la foule. Puis il y en a qui débattent. Est-ce que Ottawa ou Montréal, la meilleure foule? Puis là, on parle pas juste du nombre, là, de la qualité. Tu sais, c'est deux marchés canadiens. Ah oui, oui. C'est similaire. Exactement. Donc, fait que c'est le fun que ce soit ces deux marchés-là. Mais elles doivent marquer plus rapidement, assurément, puis avoir des chances de qualité plus grandes. Mais tu sais, à un moment donné, c'est ça. Phillips, elle est plus petite. Elles doivent en profiter un peu. Donc, d'être vraiment dérangeante. C'est physique, là. Ottawa est très physique. Montréal a super bien répondu. Mais c'est ça. Il faut vraiment, je pense, là, all out dans les premières minutes pour essayer de sortir un petit peu la foule puis mettre Ottawa sur les talons beaucoup plus rapidement parce que pour moi, là, la pression est encore sur Ottawa, dans le sens que c'est à elle de revenir. Mais assurément que si on devait se rendre au samedi après-midi, humainement, on le sait qu'on flippe la pression, puis c'est pas ce qu'on souhaite, évidemment, pour Montréal et les milliers de partisans qui ont hâte à puis là, on n'aurait pas de dire un défilé à Montréal, qui sera peut-être à pied du nid de poule et aux travaux, mais c'est ça. C'est vraiment, pour moi, c'est ça, parce que, tu sais, Desbiens ne nous inquiète pas. Elle a eu un match difficile à son premier match des séries contre Minnesota, puis depuis ce temps-là, elle est dans sa moyenne de 1 point, je sais pas quoi, depuis par match. Fait que ça, pour moi, c'est pas une inquiétude. Je suis entièrement d'accord. Je pense que les deux équipes, mais surtout Montréal, a connu des premières périodes souvent coup-ci coup-ça depuis le début des séries éliminatoires. Donc là, la première période va être déterminante. Et je dirais gestion des émotions globales. En fait, c'est ça que Richelieu a dit hier, puis je suis d'accord avec elle, hein, ça tombe bien. Mais non, mais que Laura Stacey pogne pas les nerfs quand Emily Clark vient la chaler, que Dara Gregg prenne pas une mauvaise punition, qu'Abby Rock se chicane pas trop, d'être discipliné et de canaliser ses émotions, cette anxiété, cette fébrilité-là pour réussir à marquer un but rapidement plutôt que se retrouver au cachot, parce qu'on sait comment les unités spéciales dans des matchs à aussi bas pointage peuvent faire une différence. Mais moi, je pense que Montréal est en excellente position pour aller soulever cette Coupe Walter-là demain. Donc, on leur souhaite d'être zen. Exact. Absolument. Avec zen. le beau printemps, là, Ben on va oui. dehors, on entend les oiseaux le matin à Le 5 beau heures. soleil. C'est magnifique. Merci beaucoup, les filles, d'avoir été là. Merci d'avoir été à l'écoute. Continuez de nous écrire. Puis, on vous souhaite un bon match numéro 4.